Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe ce jeudi 27 janvier. À mes côtés ce soir, Laure Girard. Bonsoir, Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Au programme ce soir, deux invités politiques, forcément. Dans l'actu d'abord, Éric Martineau, candidat MoDem, majorité présidentielle dans la 3e circonscription de la Sarthe. Le député sortant est en campagne pour les législatives. Et dans la suite, un autre député sortant, lui aussi en campagne. Celui de la 5e circonscription de la Sarthe, Jean-Carl Grelier, également Ensemble pour la République, majorité présidentielle, lui aussi évidemment en campagne. Nous retrouverons Jean-Carl Grelier à partir de 18h45, mais tout de suite, place à l'actualité du jour. Bienvenue dans cette édition avec au sommaire une première dans le département. Une commune alimentée 100% en gaz vert, direction Serrenfoultourte, dès le début de ce journal. Malgré le temps maussade du printemps, l'été est bien là et le département met en place son dispositif de prévention des feux de forêt. Et puis un chantier de restauration de l'église Notre-Dame-du-Pré au Mans cherche des parrains pour aider à son financement. On ouvre donc ce journal, Laure, avec cette commune sartoise qui a choisi une énergie 100% renouvelable pour sa commune. La méthanisation agricole. Mise en service en 2023, le site Énergie 8 à Serrenfoultourte produit du gaz vert. Ce gaz permet de satisfaire les besoins énergétiques des habitants de la commune tout au long de l'année. Un projet porté par 3 agriculteurs qui souhaitent diversifier leur activité. Un reportage d'Arnaud Potier. Ce site de méthanisation est né du regroupement de 3 agriculteurs. Il vient renforcer 10 autres sites déjà présents en Sarthe. L'argument écologique a su faire pencher la balance pour l'investissement. Le côté économique était lui un plus pour assurer des revenus stables sur un projet à long terme. On est sûr d'avoir un revenu. À la différence de l'agriculture, c'est qu'on est tributaire des prix qui varient. Ce qui fait qu'on peut avoir bien travaillé dans l'agricole et pas avoir forcément un bon salaire. Qu'aujourd'hui, pendant 15 ans, on sait ce qu'on va gagner à partir du moment où on sait qu'on a bien travaillé. Pour la commune de Serrenfoultourte, ce site de méthanisation est un atout. Il permet, avec le renfort d'un 2e site, de produire 3 fois la consommation de la commune, soit l'équivalent de 4500 habitants. La maire est d'ailleurs fière de dévoiler un premier panneau en France, gaz vert. Au niveau de la communauté de communes, on porte un projet de transition écologique, sociétale. Donc ça va tout à fait dans le sens de nos actions et de notre engagement en faveur des actions en faveur des énergies renouvelables. Des énergies renouvelables qui sont également au cœur du projet GRDF. Pour que le gaz vert soit utilisé en priorité, il est distribué à une pression plus forte. Le distributeur fait face à un nouveau défi, relier ses sites de production autonomes locaux au réseau déjà existant. On a tout cet enjeu de raccorder les sites pour que dès qu'ils produisent du gaz, ils soient injectés dans les réseaux et de faire en sorte que les réseaux puissent absorber toute cette consommation. Et sachant qu'en Sarthe, aujourd'hui, ça représente 6% de la consommation et on a un potentiel à 2030 qui est vraiment la première marche avant 2050 de 40% de gaz vert. Ce biométhane est donc une énergie avec un bilan carbone quasi neutre. Pour ce qui est des déchets produits, ils sont eux réutilisés en tant qu'engrais par les 3 agriculteurs, venant remplacer les produits chimiques, une boucle vertueuse. Chaque année, le département craint de nouveaux feux de forêt et pourtant, l'Office national des forêts et la Chambre d'agriculture se disent prêts à riposter. Et le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe lance aujourd'hui leur campagne de prévention des feux de forêt pour renforcer les moyens humains et matériels. L'ONF, la Chambre d'agriculture, vous l'avez dit, de la Sarthe, signe un partenariat avec les pompiers du SDIS. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Le département continue de déployer les moyens pour lutter contre les feux de forêt. Cette année, la campagne de prévention réalise un partenariat avec l'Office national de forêt et la Chambre d'agriculture. On a remarqué lors des précédents incendies que le concours de la force agricole était notamment très important et que les moyens dont disposaient un certain nombre d'agriculteurs avec des tonnes qui contiennent des grandes capacités d'eau étaient d'une belle utilité. C'est dans cette tonne à lisier que 20 mètres cubes d'eau peuvent être stockés et mobilisés en cas d'intervention. Donc asperger de l'eau au sol ou remplir des piscines pour alimenter les camions de pompiers par la suite. Ou sinon, c'est des outils de travail de sol qui vont venir faire coupe-feu à un moment donné pour éviter la propagation du feu vers des maisons d'habitation ou vers des surfaces de culture plus importantes. Cette convention implique le réseau syndical d'agriculteurs et des entreprises agricoles au plus près du terrain et formé pour lancer une alerte incendie auprès du SDIS.
Dans le domaine de la prévention, l'Office national des forêts sont aussi dotés de moyens supplémentaires de lutte contre les feux naissants, notamment ces 2 véhicules contenant de petites réserves d'eau. Certains agents sont également formés en cas d'intervention. Ils pourront utiliser nos plans, on pourra partager des données et puis nos techniciens les accompagneront lors de ces formations. Et puis le SDIS nous aide bien aussi puisqu'ils nous ont accueillis dans leurs locaux pour la formation de nos techniciens à la prévention des FCI. Actuellement, 8 ouvriers et 14 techniciens de l'ONF sont formés sur le territoire. Le corps départemental dispose à ce jour de 500 véhicules d'intervention pour la lutte contre les incendies. On nous voit à présent une séquence consacrée aux élections législatives. D'abord avec le Front populaire qui a tenu à montrer une image unie ce jeudi à l'aube du premier tour. Oui, 4 candidates et leurs suppléantes. Alors les candidates Ghislaine Bonnet, Marietta Caramanli, Mathilde Jack et Élise Le Boucher se sont réunies avant la dernière ligne droite du scrutin. Christophe Rouillon, lui, était absent pour des raisons professionnelles. L'objectif, réaffirmer leur unité et les points forts de leur programme, la défense des Français et des plus démunis, un plan d'urgence pour les services publics, la baisse du nombre d'élèves par classe aussi, un sujet particulièrement important pour Mathilde Jack, candidate dans la 3e circonscription, elle-même enseignante. On l'écoute. Ce qui est inscrit au programme, c'est l'abrogation du choc des savoirs, le fait qu'il faut absolument redonner des moyens à l'école pour qu'il y ait un professeur compétent dans le sens formé devant chaque enfant. Ça, c'est en premier lieu, mais au-delà de l'éducation, moi, je porte les services publics dans leur ensemble, puisque sur la 3e circonscription, mais comme ailleurs en Sarthe, on voit bien que dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'école, comme on vient de le dire, de la culture, il y a absolument besoin de réparer ce qui a été fait. Et en plateau avec nous ce soir, un autre candidat, un député sortant, Éric Martineau, de la 3e circonscription MoDem, Ensemble pour la République. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Lors des dernières législatives de 2022, vous étiez face à Bruno Pinson au second tour. Vous avez gagné à 1 point d'écart, 50,97% contre 49,03%. Aujourd'hui, en ce moment, on le voit, l'opinion publique rejette en partie le mode opératoire d'Emmanuel Macron. Pensez-vous que cette campagne éclair peut vous faire passer au second tour ? Eh bien, écoutez, bonsoir, merci pour l'invitation. J'espère bien parce que quand vous dites qu'on est sortant, on a été surtout sorti, si vous me demandez. Pourtant, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait le travail et je pense que d'être déjà local, un élu local, puisque j'étais maire de Chenu, je connais le terrain parce que je suis aussi agriculteur à la base. Je sais que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus à ma permanence à Château-du-Loir. J'ai fait beaucoup sur le territoire, peu importe les communes. J'ai toujours regretté qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée parce qu'il fallait être présent à Paris, il fallait être présent aussi sur la circonscription. J'ai mis de côté ma vie privée, mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait et je suis convaincu que les citoyens sauront au moins le reconnaître. Qui vont voter pour des élections locales et pas pour une forme de dégagisme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Pas que local, parce qu'on sait très bien. Alors après, comme vous l'avez dit, je suis au MoDem, j'ai toujours tenu à ma liberté, y compris ma liberté de vote, parce que ce soit par exemple sur la médecine, où j'avais pris sur l'installation des médecins en zone rurale, j'avais voté l'amendement Garot. Alors je sais que les médecins n'étaient pas très contents, mais lorsque j'entends comme le candidat du Rassemblement national qui dit on va faire, mais eux ont voté contre. Alors donc c'est quand même bien de rétablir aussi certaines vérités. Et honnêtement, je suis convaincu que je demande à nos concitoyens de regarder ce que j'ai fait. J'ai toujours été disponible. En tant que député sortant, justement, et sorti, comme vous l'avez dit peut-être, quels sujets sont restés en suspens le 16 juin que vous souhaitez continuer à porter ? Alors moi, je travaillais avant le 16 juin, vous voyez, par exemple, il y avait sur les zones blanches en ruralité, donc c'est-à-dire vous avez encore plein d'endroits, sur Mont-Séramblin, la Charte, enfin peu importe, où il n'y a pas de réseau. Donc là-dessus, c'était moi qui portais le texte qui devait passer le mercredi, après derrière. J'étais aussi sur, ça ne va pas vous étonner, sur Egalim 4, avec Anne-Laure Babot, c'est-à-dire que la rémunération des agriculteurs. Donc c'était un texte. Et j'étais aussi sur un autre texte qui, lui, était transpartisan pour lutter contre le harcèlement scolaire et les discriminations au collège suite, parce que j'avais rencontré la maman du petit Lucas qui s'était suicidé, et c'est quelque chose, tout s'est arrêté net.
Voilà, c'était ce que j'étais en train de travailler à l'instant de la dissolution. Vous l'avez dit, vous êtes représentant du parti de François Bayrou, le MoDem, ici en Sarthe. Oui. François Bayrou qui est venu en campagne vous soutenir dimanche et qui nous a dit que cette situation était complexe, que la campagne était courte, mais qu'au moins les masques étaient tombés. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qui est avec qui. D'accord ? C'est-à-dire que nous, on a toujours eu une position, alors au MoDem, très claire. C'est-à-dire que là, on n'a pas changé. On n'a pas essayé de faire des alliances avec qui que ce soit ou des mariages que l'on ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, on le voit bien avec certains groupes politiques qui ont basculé quand même avec le RN, avec le Rassemblement national. On pense à Éric Ciotti, par exemple. Exactement, avec, voilà. Après, il y a des choses que je ne comprends pas. Comment certains socialistes arrivent à s'associer, par exemple, avec... Mais en quoi les extrêmes, pour votre grand groupe de centre, seraient problématiques, en fait, aujourd'hui ? Ah bah écoutez, l'extrême droite, c'est pas que je connais bien, mais enfin le Rassemblement national, quand même, moi je les ai vus, on les a côtoyés quand même pendant 2 ans dans l'hémicycle. Je suis désolé, mais lorsqu'on a voté, par exemple, l'égalité salariale des hommes et des femmes dans la fonction publique, je suis désolé, ils ont voté contre. Donc il y a des choses, la fin de l'audiovisuel public, lorsqu'on a arrêté la taxe de l'audiovisuel, la redevance, pardon, sur l'audiovisuel, eux ont voté pour l'arrêt mais carrément de France Télévisions et de Radio France. Il y a quand même des sujets qui peuvent paraître inquiétants. Voilà. Donc, écoutez, moi, oui, ça me fait peur. On va faire un tout petit peu de politique fiction pour la dernière question. Voilà. Il y a 7 candidats dans votre circo, la 4e et une possibilité éventuellement de triangulaire. Si vous étiez 3e avec un RN en tête, quel choix feriez-vous ? Alors là, je ne suis pas parti dans cette optique-là. Je préférais qu'on se revoie dimanche soir, Madame Laure, pardon, si Madame Girard, pardon. Il n'y a pas de problème. Non, honnêtement, je ne fais pas de plan B. Très sincèrement, je ne fais pas de plan B ou quoi que ce soit. J'y vais dans le sens où je veux représenter ces gens qui croient encore où on peut vivre ensemble, que ce soit de droite, de gauche, unis. Voilà, moi j'ai toujours été. C'est ce que j'aime dans mon parti, au MoDem, et j'ai rien contre les autres. Ceux qui me connaissent bien, vous voyez que j'ai toujours été dans le dépassement. Je suis convaincu que je peux rassembler, que je peux être celui qui apaise aussi. Moi, je suis contre la violence. J'ai souffert des stigmatisations de certains députés qui appelaient à la violence, y compris contre moi-même. Il y a une plainte aujourd'hui à l'Assemblée nationale contre un député que je ne nommerai pas. Mais je trouve que cette façon d'agir et de faire n'est pas républicain. On a le droit de penser différemment, mais on doit se respecter. Et je suis convaincu qu'on peut vivre ensemble. Merci Éric Martineau, candidat MoDem Ensemble pour la République dans la 3e circonscription de la Sarthe. On change complètement de sujet. Laure, je vais vous proposer de marrainer plutôt, une ardoise. Est-ce que ça vous dirait ? Eh bien, pourquoi pas ? Il y a 150 000 ardoises destinées à couvrir le toit de l'église Notre-Dame-du-Pré au Mans qui cherche des parrains et des marraines. Donc, l'objectif, vous l'avez compris, impliquer les Manceaux dans le chantier tout en récoltant des fonds grâce à leur générosité. Le reportage d'Anthony Piton. Cette église est menacée. Les toitures sont en mauvais état et l'eau s'infiltre, altérant les charpentes, les voûtes et les élévations. À l'automne 2024, les Manceaux verront les échafaudages apparaître. Coût des travaux, un peu plus de 2 millions d'euros. On a établi des rustines au fil des décennies en reprenant quelques ardoises, mais aujourd'hui ces travaux d'entretien ne suffisent plus. Donc il s'agit de faire une grande campagne de restauration, avant tout destinée aux toitures, couvertures, charpentes, et avec des travaux annexes liés notamment aux vitraux et aux parties sculptées. Pour financer le chantier, la ville du Mans attend des subventions de la part des collectivités locales et compte aussi sur les dons des habitants qui peuvent parrainer les ardoises. Donc on va pouvoir aller acheter une ardoise pour 10 €, écrire son nom dessus avec son message. Si on veut s'engager un peu plus, on va pouvoir donner 20 € et avoir une visite. Si on veut encore aller plus loin, c'est 90 € avec une visite et un architecte qui nous explique le chantier. Et aussi pour que les entreprises puissent s'engager, on peut même aller jusqu'à s'engager à 1 500 € sur plusieurs ardoises. On espère vraiment que les gens vont se mobiliser. Et puis quelque part, c'est aussi se dire que dans 100 ans, on retrouvera des ardoises avec son prénom dessus. Plus de 150 000 ardoises sont ainsi mises à disposition du public pour laisser sa marque dans l'histoire. C'est la fin de ce JT. Dans quelques instants, on retrouve un autre candidat aux élections législatives, Jean-Carl Grelier, candidat dans la 5e circonscription. Restez avec nous.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci d'être avec nous et en cette soirée, vous le voyez, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble du territoire avec un ciel qui restera bien dégagé sur l'ensemble de notre département. Des températures encore assez élevées, comprises entre 25 et 28 degrés. Ça restera encore compliqué de bien dormir cette nuit. 25 degrés du côté de Sillé-le-Guillaume, comptez 27 degrés pour Alençon, 28 degrés au Mans, pour Laval ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, même chose pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, au petit matin, vous le voyez, du soleil. Alors oui, quelques nuages indiqués sur cette carte, mais des nuages qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel. Côté température, au petit matin, elles évoluent entre 13 et 14 degrés. 13 degrés au Mans ou encore pour Alençon, idem pour Angers ou encore pour la Flèche. 14 degrés à Tours, à Blois ou encore du côté de Vendôme. Pour la suite de votre journée, encore une fois de belles éclaircies. Côté température, elles évoluent entre 25 et 28 degrés. C'est vrai que ce sera un petit peu plus respirable par rapport à ces derniers jours avec un thermomètre qui va légèrement baisser. On aura un petit peu plus de mal à atteindre la marque des 30 degrés et c'est pas plus mal. 24 degrés pour Alençon, 26 degrés au Mans. Pour la journée de samedi, attention, c'est vrai qu'on peut retrouver une dégradation. Certains modèles météo annoncent même le retour de quelques orages. Alors bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Les températures entre 23 et 24 degrés. On sera encore un petit peu au-dessus des normales de saison. Et pour la journée de dimanche, un ciel qui pourrait être encore très couvert. En ce vendredi 28 juin, on continue de perdre quelques minutes de soleil. Passez les amis une excellente soirée. On fait le point sur la qualité de l'air, vous en avez l'habitude. À présent, cette année sur LMTV Sarthe, une dégradation orageuse est attendue à partir de samedi, ce qui devrait provoquer une baisse des concentrations de l'ozone, l'un des polluants majoritaires ces derniers temps. Mais vendredi, vous le voyez, la qualité de l'air restera toujours dégradée, due encore aux fortes chaleurs sur une partie de la Sarthe et sur une petite partie aussi de nos départements frontaliers. Voilà alors. On est toujours en campagne pour les législatives anticipées, vous le savez, premier tour ce dimanche 30 juin. Et je suis en compagnie de Jean-Carl Grelier, candidat de la 5e circonscription de la Sarthe, député sortant, Ensemble pour la République. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors en 2022, vous aviez gagné face au RN à une large, avec de la marge, 60% quand même des voix. Aujourd'hui, on le sait, le contexte a changé, la donne a changé. Vous représentez le camp présidentiel, plutôt mal aimé en ce moment, en tout cas dans les sondages. Les perspectives de victoire se réduisent. Qu'en pensez-vous, tout simplement, concrètement? Alors d'abord, je représente un peu plus que la majorité présidentielle, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'Anne Beauchef, ma suppléante, est toujours encartée chez les Républicains. C'est-à-dire qu'on représente cette droite sartoise historique, à la fois le centre droit et la droite historique. Ça suffit pour faire face au RN? Je ne sais pas si ça suffira pour faire face au RN, mais en tout cas, c'est notre identité et on n'a pas l'intention d'en changer. Et dans le bouleversement qu'on est en train de connaître suite à la dissolution prononcée par le président de la République, j'espère qu'avec Anne Beauchef, on va continuer à incarner des points de repère à peu près clairs et à peu près lisibles pour nos électeurs, là où tout le reste autour de nous est en train de bouger. Le fait d'être parti des LR en 2022, justement, est-ce que ça brouille pas un petit peu les pistes pour les électeurs d'aujourd'hui? À l'époque, ça avait fonctionné. Vous êtes passé avec une large majorité. Aujourd'hui, alors que le président est quand même très bas dans les sondages... Vous savez, moi, je ne vais pas refaire la démonstration que j'avais faite en 2022. J'ai toujours eu le sentiment d'être resté moi-même et fidèle à mes convictions. J'ai le sentiment que c'est mon parti qui a changé. Il suffit de voir ce qui vient de se passer ces derniers jours chez les Républicains pour comprendre que c'était peut-être pas Jean-Carl Grelier qui avait changé, mais c'était peut-être les Républicains qui étaient dans une évolution que je ne partageais pas. Voilà, donc mon combat reste le même, mon engagement reste le même, mes convictions restent les mêmes, et je vais me présenter devant les électeurs tel que je suis depuis que je suis élu dans ce département. Alors justement, quels sont les grands sujets que vous portez aujourd'hui? Vous le savez, moi j'ai toujours porté en priorité, depuis que je siège à l'Assemblée nationale, depuis 7 ans maintenant, je porte les questions de santé. Je fais partie de ceux qui pensent que la santé des Français
Françaises et des Français, c'est la première des politiques publiques parce que c'est la seule qui intéresse tous nos concitoyens de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Et je me suis beaucoup investi sur ces questions de santé. Et vous voyez que le chantier reste immense à accomplir. En Sarthe, aujourd'hui, plus de 60 000 de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, on a beau essayer de trouver des solutions localement, de manière pragmatique. Il faut que le système de santé fasse sa révolution. C'est ce que j'ai poussé à l'Assemblée nationale. J'avais déposé une proposition de loi de programmation en santé sur 5 ans. J'avais le secret espoir qu'elle soit enfin inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et puis, la dissolution est intervenue. Vous êtes aussi dans une circonscription très rurale. Pierre Vaugarny, le candidat Rassemblement National, est un agriculteur, est un Sartois. Il a été très impliqué dans un syndicat agricole. Est-ce que ça vous inquiète? Aujourd'hui, on sait que le vote des agriculteurs pourrait facilement peut-être se tourner vers le vote RN. Est-ce que ça vous inquiète? Non, parce que je crois, et en tout cas les agriculteurs que je rencontre ces jours derniers me le disent, je crois que les agriculteurs sont des gens responsables et que l'idée d'un chaos politique qui pourrait demain envahir l'Assemblée nationale les inquiète comme elle inquiète aujourd'hui beaucoup de Français. Cette idée que demain, nous ayons une majorité introuvable à l'Assemblée nationale, que pendant de longs mois, on traîne encore comme un fardeau, comme un boulet, cette crise politique, avec des forces de gauche importantes, avec des forces d'extrême droite importantes, et avec une majorité impossible à trouver, avec des gouvernements qui, tous les 3 mois, vont être sous le coup d'une motion de censure. Sauf si le RN est très majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors écoutez, si le RN a une majorité absolue, les choses seront à ce moment-là sans doute plus stables, mais en tout cas, ça n'est pas moi le choix que je souhaite pour mon pays. Je ne veux ni des extrêmes droites qui ont une lecture d'une France rapetissée, amenuisée, fermée sur elle-même, et je ne veux pas non plus de la fureur et du bruit de la France insoumise. Je ne veux ni de Jordan Bardella, ni de Jean-Luc Mélenchon, et il se trouve qu'aujourd'hui, dans cette 5e circonscription, je n'ai d'adversaire que des extrêmes de droite ou des extrêmes de gauche. Je veux croire qu'il est encore possible de construire entre les deux une majorité de responsabilité. Pour le nouveau Front populaire, il y a le PS quand même, Christophe Rouillon. On ne peut pas dire que ce soit un extrême. Mais Christophe Rouillon, vous l'imaginez une seconde dans le même groupe que Philippe Poutou qui appelle à la mort des policiers, dans le même groupe que Mathilde Panot qui fait des déclarations antisémites tous les matins. Pas tous les matins. mais pas loin. J'ai siégé, monsieur, à l'Assemblée nationale à côté du groupe La France Insoumise. Je les ai subis, je les ai entendus en permanence. Et je me dis que on peut avoir envie de mener des combats politiques. On peut même avoir envie d'être élu député de la Sarthe après s'être présenté 3 fois et avoir échoué 3 fois à l'élection législative. On n'est pas obligé pour ça de perdre son âme. Alors justement, en cas triangulaire entre la gauche, vous et le RN, si vous étiez 3e, que ferez-vous concrètement? Je serai responsable. Et je vous répondrai à cette question dimanche soir. Comment pouvez-vous interroger un candidat en campagne en lui demandant d'envisager exclusivement l'hypothèse où il serait battu? C'est de la politique fiction, on est bien d'accord. Écoutez, moi, je vais envisager l'hypothèse la plus positive. Je serai au second tour et je vais gagner cette élection législative. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Carl Grelier, sur notre plateau. On rappelle, dimanche soir, à partir de 19h50, grande soirée législative sur LMTV Sarthe. Toutes nos équipes sont mobilisées dans cette campagne éclair. On a vraiment essayé de faire parler absolument tous les candidats. Et dimanche soir, nous serons là au moment des résultats pour ce premier tour. Allez voter, bien entendu. Et allons jouer. À présent, absolument. Et oui, ce soir, 2 places à gagner pour le festival Rock en Bray qui aura lieu du 23 au 25 août à Loire-en-Vallée. Un festival à taille humaine avec plein de concerts et d'animations. Cette année, le Japon et la culture japonaise sont mis à l'honneur. Pour participer au tirage au sort, rien que plus simple, on connaît la procédure. Alors maintenant, jeu@lmtv.fr, vous envoyez un mail, surtout avec votre nom et puis vos coordonnées, bien entendu, pour qu'on puisse vous passer un coup de fil en cas de victoire. Exactement. Demain, vendredi, nos invités, ça va intéresser Jean-Carl Grelier, candidat, puisque nous recevons Laure Artru, vice-présidente de l'Association des citoyens contre les déserts médicaux. Ils ont aussi des propositions à faire justement en termes de santé aux candidats. Et puis dans la deuxième partie, un peu de légèreté avec une Sartoise qui revient avec des beaux résultats à un concours de Miss International de retour de Kochi en Inde. Charlotte Pérez nous raconte son expérience. Et tout de suite sur LMTV Sarthe, c'est culturel avec Chloé Bergera. Passez une très belle soirée et on se retrouve ce vendredi. Bye bye.